Et bonsoir tout le monde. Je ne sais pas si des personnes sont déjà présentes, mais en tout cas, on vous souhaite la bienvenue à la soirée ciné de FedMind. Nous avons en fait organisé cette soirée dans le cadre de la Journée mondiale des troubles du comportement alimentaire, qui est donc aujourd'hui, le 2 juin. Et sachez que nous définirons en fait ce qu'est les troubles du comportement alimentaire après en fait la projection du film Grosse. Donc le film Grosse a été produit par FedMind en 2018 et réalisé par Maxime Ginolin et son incroyable équipe. Donc, si vous ne connaissez pas FedMind, nous sommes en fait une entreprise développant une plateforme d'éducation thérapeutique à destination des personnes en situation d'obésité. Et nous agissons également dans la prévention de l'obésité auprès du grand public, des établissements scolaires, des écoles, des universités, des entreprises. Si vous avez envie d'en connaître un peu plus sur FedMind, n'hésitez pas à nous contacter sur nos différents réseaux, donc Facebook et Instagram, à surfer sur le net, voir ce qui se dit, voir les concours qu'on a gagnés, tout ça, tout ça. Ce soir, nous sommes en compagnie de Christelle et Maïwen, toujours fidèles au poste, qui sont les dirigeantes de FedMind. Donc, bonjour à vous, enfin bonsoir. Bonsoir. Nous avons aussi Noël Cariclé, donc bonsoir Noël. Bonsoir. Noël qui est donc médecin psychiatre, c'est très dur à dire, mais c'est essentiel, et membre du conseil scientifique de FedMind. Voilà. En coulisses, on a Alexandre, toujours fidèle au poste lui aussi, qui veille au bon déroulement de la soirée. Donc bonsoir Alexandre et merci d'être là dans les coulisses. Et moi, je suis Nina et en fait, je suis la conceptrice pédagogique de FedMind. À la suite en fait de la projection du film Grosse, donc qui va durer une trentaine de minutes, nous répondrons pendant 15 minutes à chaud à vos réactions parce que souvent il y a des réactions qui émanent vraiment à chaud. Même pendant le film, nous quand on le projetait, on avait des gens qui disaient oh et tout, ah c'est dingue, voilà. Donc on réagira à chaud à vos réactions. Ensuite, on définira et on creusera un peu plus la question des troubles du comportement alimentaire. Et enfin, on répondra à vos questions. Donc Noël, Christelle, Maïwen, peut-être moi, en tant qu'ancienne hyperphagique. Je pense qu'on ne va pas vous retenir plus longtemps. Mesdames, avez-vous un petit mot avant qu'on lance le film ? Qui ne dit mot consent. Bon visionnage et peut-être rappeler que effectivement on sera là pour répondre à toutes les questions et qu'il ne faudra pas rester avec des questions parce que le film peut parfois être un peu dur et un peu lourd et c'est important qu'on puisse en débattre ensemble à la fin. Merci Maïwen. Donc on ne vous retient pas plus longtemps et on lance tout de suite le film Grosse. Bon visionnage et à tout à l'heure. Salut, ça c'est moi, avec le t-shirt Nirvana. Je vous l'ai dit parce que j'adore le chanteur Kurt Cobain. C'était un mec cool. Là, je vais à l'école. C'est pas toujours la joie, mais je fais avec. J'ai 11 ans et la plupart des autres élèves m'appellent la grosse. Ça a commencé en maternelle, dès qu'ils ont su dire ce mot. Puis j'ai eu le droit à Bibendum, Marshmallow, Boudin, Big Mama, Grota, etc., etc. Ah les voilà. Mais c'est la grosse. Ouais, c'est la grosse vache. Pourquoi t'es grosse? Ouais, pourquoi? C'est parce qu'elle bouffe trop que c'est devenu une grosse baleine. Tu seras jamais aussi cool que les baleines, et elles au moins elles servent à quelque chose. Alors ferme ta bouche parce que t'as le cul derrière les dents. Comment t'as trop cassé? Bien qu'ils soient cruels et primitifs, leur vocabulaire s'est enrichi depuis la maternelle. Malheureusement maintenant, ils arrivent à construire des phrases. Je déteste les cours de sport car je suis toujours la dernière à intégrer une équipe. On ne me choisit jamais, on m'impose aux autres, parce que c'est la règle. Oh non mais pas elle. Non mais monsieur, c'est pas grave si je joue pas. De toute façon, j'ai de l'as. Non. S'il y a bien quelqu'un qui doit courir, c'est bien toi, ok? Et toi, seras dans ton équipe, c'est tout. Mais monsieur, avec elle on va perdre. Je veux pas le savoir.
Et me voilà partie pour courir après un truc rempli d'air, entouré de personnes qui me voient comme un marshmallow sur pattes. Si seulement ils pouvaient savoir une seule seconde à quel point c'est difficile de faire du sport quand on pèse mon poids. Monsieur, je suis désolée. Faut que je m'arrête. Je me sens pas bien. Faut arrêter de te plaindre un peu là, c'est bon. Faut vraiment que tu prennes conscience que t'en as besoin, ok? C'est pour ton bien tout ça. Allez, retourne-y, dépêche-toi. Chers passagers, c'est votre commandant de bord qui vous parle. Nous faisons face à une panne de moteur principal. Dépressurisation de la cabine enclenchée. Impact dans 3, 2, 1. Extinction du signal lumineux. C'est fatigant d'être fatiguée. Et le pire, c'est que les gens pensent que je suis feignante. J'aimerais bien les voir à ma place, pour qu'ils comprennent ce que ça me fait. Elle aussi, elle me comprend pas très bien. Tu sais, c'est plus possible que tu restes comme ça. C'est pas bon pour ta santé. C'est quoi cette crème, maman? Je l'ai acheté à la pharmacie pour toi, c'est contre la cellulite. Je vais mettre la dose et je vais te frotter avec le gant. Arrête de te plaindre, hein. C'est pour ton bien que je fais ça. Si t'es grosse, les gens ils vont se moquer de toi. Et les garçons ils voudront jamais de toi. C'est ça que tu veux? Dans la vie, ma fille, tu devras souffrir plus que les autres pour qu'on te trouve jolie. Même à la maison, c'était pas toujours la joie non plus. Michel. Bah quoi? Bah tu lui dis rien? C'est ta fille quand même. Justement. Je préfère l'encourager que d'écraser sous des reproches. Non mais je rêve. T'as conscience qu'elle rentre même pas dans mes pantalons? Elle est plus grosse que moi alors que c'est qu'une enfant. Tu comprends? Dans ce genre de moment, je me nourris pas. Je mange mes émotions. Je les engouffre et les avale pour mieux oublier ma vie. Eh oui, c'est bien moi, votre chère narratrice 20 ans plus tard. La journée démarre avec un passage obligatoire à la salle de bain. Je commence par une bonne douche où je mets un point d'honneur à bien laver chaque zone. Pour certaines, je suis obligée de les soulever pour ne rien rater du spectacle. Oh là là, quelle horreur. Mais qu'est-ce que c'est que ces joues? Ensuite, je passe à ce que j'appelle le contrôle technique. Je commence par appliquer de la pierre d'Alain pour apaiser mes irritations qui m'empoisonnent l'existence.
Ensuite, je soulève mes seins pour vérifier qu'aucune vilaine mycose ne s'y est pas développée dessous. Après ma courte séance de make-up, que j'ai rebaptisée « Maquiller le camion », il est temps de passer à l'habillage. Le problème, c'est que j'ai beau bien m'habiller, je me trouve laide et difforme. Non, non, retiens tes larmes, ma belle, sinon ça va couler. Allez, prends une grande respiration et attache tes chaussures. Si Dieu existe, on n'a pas le même sens de l'humour. Aujourd'hui, c'est le grand jour. J'ai décroché un entretien d'embauche dans une super boîte. Et juste après, j'ai un rendez-vous avec ma nouvelle gynéco. Mais bien sûr. Et l'entretien est au 5e étage. Pour vous faire comprendre ce que votre chère narratrice est en train de vivre, imaginez-vous monter ces 5 étages avec au minimum un pack de 6 bouteilles d'1,5 litre dans chaque main. Pour les mauvais en maths, et je sais qu'il y en a parmi vous, ça fait 18 kilos. Et le pire, oh mes chers amis, c'est qu'on est loin du compte. Allez ma belle, pensez positif, pensez positif. Tu peux le faire. Entrez. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Bien, écoutez, je pense que ça ne va pas le faire. Mais pourquoi? Vous avez même pas ouvert mon dossier? En effet, c'est juste que... Juste que quoi? Vous fournirez du mauvais travail. Il faut être en bonne santé pour travailler chez moi. Mais vous êtes malade. Sans parler de l'espace que vous allez prendre dans le bureau. Pour le confort de tous, y compris du vôtre. Votre candidature est inenvisageable. C'est dans ce genre de moment que la réalité me rattrape, pour me rappeler à quel point mes congénères peuvent se montrer si injustement cruels. Vous venez pour une aménorrhée, c'est bien ça? Oui, docteur. C'est pas possible, hein. J'y vois rien avec tout ce gras là. Docteur, vous me faites mal. Bon. Très bien. Dans ce cas, on va changer de méthode. Parfois, je souffre tellement que j'ai l'impression que chaque cellule de mon corps est sur le point d'exploser. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai jamais voulu de mal à personne. Alors pourquoi moi? Allô? Salut bébé. Écoute, je finis tard ce soir, j'aurai pas le temps de rentrer dormir chez mes parents. Je viens passer la soirée avec toi. Tu crois que tu pourrais aller faire quelques courses? Ok. Super, je t'aime, à tout à l'heure.
Ah super, Alex bosse aujourd'hui. C'est mon meilleur ami et mon voisin de palier depuis 5 ans. Heureusement que je l'ai dans ma vie. Coucou mon petit chat. Salut Alex. Oulala, ça a pas l'air d'aller toi. Des hauts, des bas. Surtout des bas. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai passé une mauvaise journée. Raconte-moi enfin. Je peux vous aider? Non, c'est juste que j'arrive pas à comprendre pourquoi les personnes comme vous, là, vous continuez à acheter ce genre de produits alors qu'il serait peut-être temps de se mettre au régime. Vous vous rendez compte ce que vous coûterez à la sécu? Sans parler du fait que vous bouffez comme 10. Non mais ça va pas ou quoi? Mais vous prenez pour qui? Mais comment on peut dire des choses pareilles? Mais vous la connaissez peut-être pour vous permettre de la juger? Oui, je la connais. C'est parce qu'elle bouffe trop que c'est devenu une grosse baleine. Monsieur, sortez tout de suite de ma caisse avant que j'appelle la sécurité. Vous inquiétez pas. J'allais partir. Je m'en serais pas fait servir par une pédale de toute façon. Dégage! Je suis désolée mon petit chat pour cet abruti. T'inquiète. Appelle-moi ce soir. Même tard, je m'en fiche. J'ai gardé les clés si jamais tu veux que je passe. Je t'aime fort, tu sais. Ça va, t'as bien mangé? Oui, c'était délicieux. Mais là, c'est toi que j'ai envie de bouffer. Pas ce soir. Allez, s'il te plaît. J'ai trop envie qu'on le fasse. Éteins la lumière. Pourquoi? Tu sais très bien pourquoi. Allez, s'il te plaît. Pas là. Pas là. Mimo, alors, j'en ai marre! Je dois supplier pour qu'on couche ensemble, puis on doit le faire dans le noir et j'ai même pas le droit de te toucher en plus! Mais c'est dur pour moi! Je me déteste, tu comprends? Je hais mon corps! Cette chose dans laquelle je vis qui me fait souffrir tout le temps! Chaque jour qui passe est une torture! Chaque marche que je monte est une épreuve, putain! Tous les regards de dégoût qu'on pose sur moi, ça me brûle! Toutes ces insultes, ça me bouffe! Tu sais pas ce que ça fait si tu l'as pas vécu! Imagine une machine à laver de 60 kilos que tu dois porter partout, tout le temps! Ça épuise mon cœur! Tu me fais transpirer pour un rien! Ça détruit mes articulations, mon dos! Je fais de l'hypertension, j'ai du diabète! Je m'étouffe en dormant! Et j'ai constamment du mal à respirer, c'est ça ma vie! Je peux plus. Je peux plus, on va arrêter. De toute façon, je sais que t'as honte de moi. C'est pour ça qu'on sort jamais. Que je vois jamais tes amis. Et que tu ne m'as pas présenté à tes parents en 2 ans. C'est terminé, je me casse. Je me nourris pas. Je mange mes émotions.
Je les engloutis, je les dévore jusqu'à ce que je n'en puisse plus, jusqu'à me faire mal. Tout ce sel, ce sucre et ce gras se répandent dans mon corps, me tuant lentement mais sûrement. C'est une sensation terrible de se retrouver à l'instant précis où on prend conscience que notre vie est sur le point de nous échapper. Sentiment si intense, si puissant, de ne pas vouloir perdre les gens qu'on aime. On en vient à chérir chaque seconde de vie qu'il nous reste. Chaque respiration et chaque battement de cœur sont une bataille que l'on remporte sur la mort, avec l'espoir illusoire de pouvoir gagner la guerre contre elle. Mon petit chat. Je suis vivante? Oui. Donc, je suis pas morte? T'es vraiment un Carrare, toi. Comment ça? Le Carrare, c'est le nom d'un marbre italien connu pour être l'un des plus précieux du monde. Flatteur. Tu sais, je dois te dire un truc que je t'ai jamais dit avant. Je suis un ancien loupeuse. Ma vie a pas été simple, alors en plus qu'elle, je te raconte pas. Je me détestais. Et ça détruisait tout espoir dans ma vie. C'était soit je me faisais opérer, soit je me butais. Bien sûr, en France, ils n'ont pas voulu m'opérer. Je suis partie à l'étranger. Bien sûr, l'opération s'est très mal passée. J'ai perdu beaucoup de sang et j'ai attrapé un staphylocoque. J'ai failli mourir et perdre mon copain, l'amour de ma vie. À l'époque, j'ai rejoint un groupe de parole. Je me confiais sur ma souffrance au quotidien. Leur bienveillance et leur soutien ont vraiment changé ma vie. Tu voudrais bien m'y accompagner juste une fois? T'en as pas marre de me voler mes idées? T'as vraiment aucune personnalité, toi. Et voilà, mes chers amis, comment j'ai accepté pour la première fois d'aller à un groupe de parole. Mesdames, monsieur, aujourd'hui on accueille une nouvelle personne dans notre groupe à qui je vais laisser la parole. Merci. Tout d'abord, bonjour.
De ce que je me souvienne, j'ai toujours été grosse. Et même si ça me caractérise, ça ne me définit pas. Malheureusement, j'ai grandi dans un monde où être grosse, c'est tout ce que j'étais aux yeux des autres. J'ai vécu les moqueries, les insultes, la cruauté gratuite depuis toujours en fait. Parce que j'étais grosse, on disait que j'étais facile. La grosse, elle va pas se plaindre, c'est déjà bien que quelqu'un lui accorde un peu d'attention. Il y a même une fois où un garçon m'a fait croire que je lui plaisais. Et en fait, c'était un pari. Ils m'ont humiliée lorsque je suis arrivée au rendez-vous. Ils souriaient et lisaient mes messages à haute voix. Et les autres rigolaient. Prends tout le temps dont t'as besoin. Mes parents sont de bonnes personnes. Ma mère ne s'est pas rendue compte de tout le mal qu'elle a pu me faire. Ce n'est pas parce qu'on a les meilleures intentions au monde qu'on ne fait pas des dégâts. Et mon papa... J'aurais aimé qu'il soit moins passif face à tout ça. Mais bon, c'est la vie. J'ai pardonné depuis. Depuis toujours, j'ai douté de moi. Je passe mon temps à me détester et à rejeter mon corps. Je suis pas superstitieuse, mais parfois j'en viens presque à me dire que je suis maudite et que je m'en sortirai jamais. Alors que je pleurais, j'avais le sentiment d'expulser ma douleur, d'extérioriser mon mal-être. Il y avait tant de bonté et tant d'humanité dans cette pièce. J'étais submergée. Pour la première fois de ma vie, je me sentais comprise. Il était temps que ma vie change. Comment je suis? Ah non, pas elle. Je ne vous ai pas dit d'entrer. Tant pis, j'entre quand même. Écoutez, je n'ai pas vraiment le temps de discuter. Je pense que j'ai été suffisamment clair la dernière fois. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps non plus. Maintenant, vous allez m'écouter. Merci. La dernière fois, ce que vous m'avez dit était si injuste, si humiliant. Ça m'a fendu le cœur. Mais je vous pardonne. Personne n'est parfait. Moi la première. En revanche, monsieur, je suis plus que qualifiée pour ce job. Je mérite ce poste. Et je ne compte pas m'arrêter là. Je viendrai tous les jours jusqu'à ce que vous acceptiez d'étudier ma candidature. Je n'ai pas travaillé aussi dur pour en arriver là où j'en suis, pour que le seul critère qui soit retenu soit mon apparence physique. Imaginez qu'on vous disqualifie d'office à cause de votre calvitie. Ce serait totalement détestable, n'est-ce pas? Je veux juste qu'on me respecte,
et qu'on me donne ma chance comme n'importe quelle autre personne. J'ai pas eu le poste. Oh non, mon petit chat. J'ai eu le poste. Oh, vilaine. Oh oui. Oh, super. Oh, génial. Ah oui. Oui, je sais, il est venu te voir. Attends-moi dans la voiture, s'il te plaît. Ouais, ok. Salut. Ça va, toi? Écoute, je voulais vraiment m'excuser. J'ai pas assuré. Je t'en veux plus, tu sais. J'accepte tes excuses. Tu vas où? J'ai accepté tes excuses, mais nous deux, c'est fini. J'ai besoin d'une personne qui saura m'aimer sans que je sois obligée d'être quelqu'un d'autre. Je te souhaite bonne chance dans tout ce que tu entreprendras. Prends soin de toi. J'ai fait le tri dans ma vie et affronté bon nombre de mes peurs. J'ai décroché le job dont je rêvais depuis des années. J'ai aussi assigné en justice ma gynéco pour violence médicale. Et je réfléchis très sérieusement aux options qui s'offrent à moi pour ma santé. Plus j'avance, plus je me rends compte de l'incroyable complexité de notre monde et de la richesse des interactions humaines. J'ai réussi à m'apaiser, à être en paix avec moi-même. J'apprends chaque jour à m'aimer comme j'aime les autres. C'est pas toujours facile, mais j'avance pas après pas. J'accepte mes défauts, mais je découvre aussi mes qualités. J'ai bien conscience que l'avenir ne sera pas toujours rose et que beaucoup d'épreuves m'attendent, comme chacun et chacune ici aujourd'hui. Mais une chose est sûre, grâce à votre amour et à votre bienveillance, j'ai la force de me battre, de combattre. Pas pour survivre, non, mais pour vivre intensément chaque seconde de ma vie. Aujourd'hui, j'ai envie d'aider les autres comme vous m'avez aidé, car je pense que la vie est trop courte pour haïr. Loin de moi l'époque où j'essayais d'être quelqu'un d'autre, reniant l'être que j'étais pour faire plaisir à ces personnes qui ne me méritaient pas. Comme le disait Kurt Cobain, je préfère être détestée pour ce que je suis que d'être aimée pour ce que je ne suis pas. Et je ne serai plus jamais leur victime. Pour finir, j'aimerais ajouter que les gens ont souvent tendance à juger, critiquer ou envier, souvent par peur, par ignorance ou encore par jalousie, ce qui peut nous décourager. Mais rappelons-nous qu'il existe d'autres personnes qui, elles, à l'inverse, nous défendront, nous soutiendront et nous aimeront avec sincérité. L'humanité est ainsi faite. Mais la plus belle leçon que j'ai apprise ici, c'est que notre plus grand combat au cours de l'existence, c'est d'abord et avant tout d'apprendre à s'aimer soi-même. Au fait, je m'appelle Joy. Yes. Alors, tout le monde, quelles sont vos réactions? J'espère que le film, on espère tous que le film vous a plu, qui vous a inspiré, qui vous a parlé, qui vous a réveillé, qui vous a révolté. Parce qu'il faut savoir que c'est ce que des personnes en situation d'obésité vivent tous les jours. Je demanderai juste à l'une d'entre vous trois
qui a le live se diffuse de son côté, de couper le son de son téléphone ou de son ordinateur. Je crois que c'est toi qui écris. J'ai fermé mon téléphone. D'accord. Alors attends. Je vais voir si c'est moi. Non, ce n'est pas moi, mais bon, j'ai l'impression que ça s'entend plus. Donc, vous entendez bien? Ok, bon. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelques réactions à chaud de la part de notre communauté qui a regardé ce live? Je vais voir les petits messages qui se sont postés. On a un message de Sylviane, par exemple, bouleversant et vécu. Ce qu'on peut dire le temps que peut-être les personnes arrivent, parce qu'il y a un petit décalage, je vois, en fonction de la connexion, c'est que ce film, il a été construit à partir de vrais témoignages. C'est-à-dire que Maxime Ginéolin, le réalisateur, est venu lors d'un groupe de parole dans l'association Obèses Anonymes. Il a écouté la parole des personnes concernées, des personnes qui vivent avec l'obésité, qui vivent avec des troubles du comportement alimentaire. Et absolument toutes les scènes du film sont tirées d'histoires vraies, vécues, qui nous ont été rapportées. Et il n'y a absolument rien de romancé, c'est même plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu tout mettre, tellement il y a des choses qui nous ont été remontées et que c'est même triste à dire, mais des histoires comme ça dans les groupes de parole qu'on peut animer même avec Fed Minds, en fait on en entend tous les jours. Et même, on a dû filtrer certaines choses pour pas choquer, pour pas que le film soit trop difficile à regarder et qu'il puisse quand même être abordable. Donc, c'est vraiment le quotidien de pas mal de personnes. Et je pense que, en tout cas, nous, ici, autour de cette table, il y a certaines histoires que l'on peut relater, qu'on a pu vivre également. Et donc, je pense que c'est important de le rappeler parce qu'on a pu lire certains commentaires, etc. Ah oui, mais bon, c'est quand même romancé. Enfin, ça arrive quand même pas dans la vraie vie. Bah si, si, ça arrive dans la vraie vie. Les remarques, les regards, la discrimination. Et cette dimension vraiment psychosociale très oubliée qu'il peut y avoir derrière l'obésité, qu'on a essayé du mieux qu'on a pu, en tout cas, de retranscrire. Voilà, moi, ce que je souhaitais ajouter avant moi, je vais faire un petit mot. Bien sûr, j'ai découvert donc moi, je suis du côté psychiatre, donc du côté consultation, et moi, j'ai découvert ce film il y a une petite année. Et je me rappelle, il y a eu plein de documentaires, enfin en tout cas il y a plein de choses qui se passent au niveau de l'obésité sur l'explication de cette maladie, parce que c'en est une. Et moi quand je l'ai vu, je me suis dit je vais pas apprendre grand chose, mais bon, ça m'intéresse, je vais quand même le regarder. Il est pas très long, ça dure une demi-heure. Et donc je l'ai regardé, et très vite je comptais le regarder d'un air un petit peu distraite, et en fait j'ai été captée immédiatement parce que comme tu le dis, Maïwenn, il est extrêmement vrai, ce film. Moi, c'est ce qui m'a vraiment... Il est plein d'authenticité. Alors, c'est vrai que c'est un condensé, du coup. C'est vrai que c'est... Mais bon, en même temps, pour parler de tout, il faut quand même tout mettre. Mais moi, j'ai vu défiler tous les récits de mes patients, en fait, sur ce film. Et il m'a interpellée. Il est très bien fait. Et c'est intéressant parce que, normalement, j'entends toutes ces histoires. Et là, pour la première fois, je les voyais. Et c'est comme quoi, même après 15 ans d'obésité en thérapie, etc., j'ai encore vécu les choses différemment. Et voilà, je pense qu'il interpelle en effet énormément. Effectivement, on a beaucoup de retours de personnes qui disent « Moi aussi, en larmes, c'est un film très touchant, on se voit dedans ». Enfin, voilà, il y a beaucoup de retours. Justement, on va parler maintenant des troubles du comportement alimentaire. Donc, avec l'équipe, on a travaillé sur un petit
un petit PowerPoint qui vous explique à tous ce qu'est un trouble ce que sont les troubles du comportement alimentaire. Donc, c'est assez condensé, hein. Est-ce que vous voyez le PowerPoint juste ici, en grand écran avec écrit grosse, tout ça, tout ça? Est-ce que vous le voyez? Oui. Parfait. Donc, ce qu'on a choisi d'illustrer là ce soir, c'est les regards croisés sur les TCA. Donc, que veut dire TCA? Déjà, on parle de trouble du comportement alimentaire. On dit aussi trouble de la conduite alimentaire. On peut trouver les deux tant dans les livres que sur Internet que chez les particuliers. Donc, c'est des troubles qui concernent la relation pathologique de certaines personnes en rapport à la nourriture. Donc, ça, c'est une définition qui est donnée par le centre TCA de Lyon. Donc, il faut savoir qu'en France, il y a plusieurs centres TCA. Sur Orléans, il y en a un qui est en train de se monter. Mais c'est vrai que là, pour tout ce qui est la région centre, ça va se faire à Tours. Mais il y a plusieurs centres de TCA de Lyon, de TCA en France. Noël, est-ce que tu en connais certains des centres spécialisés dans les TCA? Oui, alors après, TCA Global, en effet, c'est des centres qui se montent de plus en plus. Après, ce qu'il y avait surtout, c'était des centres basés sur certains troubles de conduite alimentaire. Il y a eu, tout a commencé réellement, je pense, avec l'anorexie à la base, hein, puisque oui, je crois que Maïwen a effectué un stage dans une unité de troubles du comportement alimentaire à anorexie. Maïwen. Oui, tout à fait. Ben, en fait, on sait que, Noël, comme tu le disais, en fait, les modèles, on va dire, de traitement des TCA ont commencé avec l'anorexie, qui est une maladie aussi dramatique et très dure et pour lesquelles, parce que la vitesse à laquelle on peut avoir une dégradation et la gravité a fait qu'il y a des programmes qui ont été déployés pour ce trouble-là en particulier et qui a permis après de l'étendre à d'autres types de troubles alimentaires. Merci Maïwen. Et donc, justement, là, on voit bien lesquels sont-ils. Donc, l'anorexie, on en a parlé. La néophobie alimentaire, j'y reviendrai un peu plus tard parce que c'est totalement nouveau. Donc, les principaux, on va entendre parler d'anorexie, donc le fait de se priver de manger pendant un laps de temps très long. Il y a ça, il y a aussi dans cette anorexie une forme de dysmorphophobie. Donc, la dysmorphophobie, c'est le fait qu'on se voit plus gros. Là, pour le coup, dans le cas de l'anorexie, c'est plus gros que ce qu'on est. Donc, vouloir à tout prix perdre ce gras, je sais que c'est un peu, je parle crûment, mais c'est ça. Et dans l'anorexie aussi, Maïwen nous avait raconté quelque chose à l'époque d'Obèse Anonyme. Et j'ai trouvé ça très impressionnant à savoir, c'est que les personnes en situation d'anorexie ont souvent peur des personnes en situation d'obésité parce qu'elles représentent tout ce qu'elles n'aiment pas. C'est-à-dire le gras, le poids. Voilà, donc c'est une pathologie, c'est une forme de peur que certains anorexiques peuvent avoir. Il y a aussi la boulimie hyperphagique. Donc là, ce qu'on appelle boulimie hyperphagique, c'est le fait de manger des grosses quantités de nourriture, soit pendant les repas ou en dehors des repas, et c'est ne pas chercher à compenser. Alors là, je fais une petite parenthèse. Souvent, les gens disent « Ah oui, moi j'ai souffert de boulimie ». Ça ne veut rien dire dans un sens, parce que la boulimie, en fait, c'est un terme global qui regroupe plusieurs types de boulimie. Là, je vous ai mis la boulimie hyperphagique. Vous avez la boulimie compensatoire. Donc, ça va être une grosse prise de nourriture pendant un laps de temps court qu'on va compenser par du sport, par des laxatifs, par des diurétiques, par le fait de se faire vomir, voilà. Tout ça pour évacuer ce qu'on a pris. Donc finalement, la boulimie compensatoire, ça ne se voit pas forcément physiquement, contrairement à la boulimie hyperphagique, où là, bien évidemment, comme il n'y a pas de compensation de la prise alimentaire, on va retrouver des corps gros, on va dire les choses, hein, des corps larges, des corps forts. Il y a aussi la boulimie restrictive, où là, ça va être, comme pour la boulimie compensatoire, une prise alimentaire sur un court laps de temps, qu'on va compenser, entre guillemets, par une restriction. On va arrêter de manger pendant un laps de temps égal, voire supérieur
à des semaines, parfois même ça peut aller plus loin, mais encore une fois, on ne voit pas physiquement, ou alors peut-être au niveau une petite maigreur, mais physiquement, ça ne se voit pas trop la différence. Après, il y a aussi les troubles du comportement alimentaire qui ne sont pas forcément répertoriés comme tels, mais qui pourtant touchent à la psychologie de l'alimentation. Donc, il y a la néophobie alimentaire, qui est la peur d'ingérer des aliments nouveaux. On va se contenter d'une famille d'aliments, les aliments jaunes, les aliments mous, les aliments verts, les aliments blancs, voilà. Et on va refuser catégoriquement, même le corps lui-même refuse d'ingérer. Donc, ça va être, on va tendre, par exemple, la personne ne peut pas manger de viande, on va lui tendre un morceau de viande, elle va avoir des hauts le cœur, voire même vomir. C'est vraiment le corps qui repousse aussi l'aliment, tant mentalement que physiquement. La maladie de Pica, alors ça, c'est pareil, on en entend peu parler, mais c'est par exemple les personnes qui vont manger de la craie, des bougies, du papier, du coton, voilà, pour se nourrir sans vouloir prendre de calories. Donc, ça va être ingérer des cailloux, voilà, des choses qui ne sont pas digestes. Mesdames, est-ce que vous voyez d'autres troubles du comportement alimentaire qu'on peut soulever? Est-ce que les définitions que je donne vous conviennent? Oui, très bien, tu as fait le tour. Le plus fréquent de tous ces troubles-là, c'est la boulimie hyperphagique. C'est celui qui est le plus répandu. Après les autres, bon, je ne sais pas si tu y reviendras dans ton PowerPoint, mais voilà. Après, c'est pareil. Tous ces troubles-là ne touchent pas les deux sexes de la même manière. Certains toucheront plus les femmes. En règle générale, c'est quand même plus les femmes. Mais par exemple, la boulimie hyperphagique touche presque autant les hommes que les femmes. De plus en plus, d'ailleurs. Et voilà. Et pareil, on y reviendra sans doute après, mais on ne va pas dire d'une femme qui mange beaucoup, un homme qui mange beaucoup, généralement on dit « Ah, c'est un bon vivant, c'est un épicurien, il aime bien la vie, etc. » Une femme qui va manger beaucoup et qui va faire des crises alimentaires, elle ne sait pas se contrôler, elle ne sait pas se gérer, elle n'est pas nette. Enfin voilà, il y a cette aussi pression sociétale qui pèse sur les femmes et qui est différente d'un sexe à l'autre, mais ça n'enlève pas la souffrance, tant chez les hommes de souffrir de boulimie hyperphagique que chez les femmes. Exactement. Comment surviennent les... Oui, pardon. De la même façon, je ne sais pas si tu vas y revenir, mais ce qu'on peut préciser, c'est que ces différents troubles du comportement alimentaire, ils sont répertoriés dans le grand catalogue, on va dire, des maladies mentales, le DSM-5, et qui a en fait un certain nombre de critères pour vraiment en fait rentrer dans les cases, mais qu'avant d'arriver dans cette catégorie-là, il y a pas mal de stades qu'on va passer. Il va y avoir de la compulsion, il va y avoir des formes d'addiction aussi comportementales qui vont se mettre en place, et on ne va pas être forcément, entre guillemets, catégorisé tout de suite dans un trouble du comportement alimentaire. Pour autant, on peut être dans un comportement, on va dire, déviant et dans un rapport compliqué à la nourriture sans pour autant avoir été diagnostiqué avec un TCA. Et je pense que ça va être important peut-être qu'on aborde ça aussi parce que c'est pas parce qu'on n'a pas un diagnostic posé ferme sur un TCA qui est vraiment une maladie mentale bien avancée, qu'on ne souffre pas, qu'on n'a pas des comportements déviants par rapport à la nourriture, par rapport à soi-même, et qu'il n'y a pas des choses à faire. Et puis, je vais juste rajouter aussi, là, on a en effet les classifications DSM-5, etc. Mais parfois, c'est aussi une succession de ces différentes pathologies. Parfois, certains sont passés par une phase d'anorexie. Finalement, après, il y a les alternances anorexie-boulimie. Voilà, c'est pas quelque chose de figé et on rentre pas forcément dans une case bien claire. Et justement, d'où la difficulté finalement de poser des diagnostics. Et souvent, on constate parfois des cas de personnes en situation d'obésité, enfin non, qui sont plus justement, mais qui ont été anciennement en situation d'obésité, qui passent à l'anorexie parce que ça a été trop dur à vivre, etc. Après, je parle de ce que je connais parce que c'est vrai que moi, j'étudie plus l'obésité que l'anorexie, mais je ne sais pas si ça existe des cas où des anorexiques deviennent des personnes en situation d'obésité. Je ne sais pas. Oui, Noël, Maïwen, Christelle.
Si, ça arrive. Bah, si, ça arrive parce que, en plus, bon, l'anorexie, bon, c'est un cas très particulier, l'anorexie. Hein, c'est vraiment une maladie qui arrive, bon, telle qu'elle est catégorisée vraiment anorexie mentale. Ça arrive chez l'adolescente en règle générale. Ça regroupe certains critères et ça demande beaucoup de suivi, beaucoup de soins pour pouvoir en sortir. Et c'est vrai que durant tout cet apprentissage d'adolescence où la personne essaye de s'en sortir, elle loupe aussi plein de repères de gestion de vie qu'on apprend normalement et elle se trouve très démunie souvent après la prise en charge de l'anorexie. Surtout s'il y a des prises en charge psychologiques en pointillé qui sont pas toujours bien suivies. C'est vrai que parfois elle sort de l'anorexie mais pour basculer de l'autre côté. Voilà, ça arrive, oui, bien sûr. Donc on continue. Merci pour ces éclairages. Et comment surviennent finalement les TCA? Donc ça peut être dû à des chocs émotionnels, des traumatismes. Alors choc émotionnel, traumatisme. On peut parler par exemple de la proportion à développer des troubles du comportement alimentaire post-agression sexuelle. Il y a des femmes qui développent des troubles du comportement alimentaire post-traumatisme sexuel. Je sais que dans le livre noir des violences sexuelles, il y a un chiffre qui est donné. Et il est assez effarant et je sais qu'il y a aussi d'autres formes qui poussent finalement malencontreusement au TCA. Il y a la dysmorphophobie, j'en parlais tout à l'heure. C'est se voir plus maigre ou plus grosse qu'on ne l'est ou plus gros qu'on ne l'est. Et donc on va faire pencher la balance soit à chercher à perdre du poids absolument, donc du côté de l'anorexie, ou au contraire se dire finalement je suis pas si forte que ça, et donc là c'est une proportion à tendre vers le surpoids et l'obésité. Il y a aussi l'éducation et le cercle familial. On en parle souvent quand chez FedMind on parle de la multifactorialité de l'obésité. C'est par exemple quand dans une famille de bons vivants, c'est mal vu de manger bio, c'est mal vu de boire autre chose que du coca, c'est mal vu de faire attention à son alimentation. Il y a l'éducation aussi, par exemple, les parents qui n'ont pas le temps de faire à manger, donc c'est pâte au fromage tous les soirs. Voilà, c'est toute cette atmosphère, tout cet environnement familial et d'éducation à la nutrition et d'éducation psychologique aussi, parce qu'il faut savoir que les TCA, c'est un trouble aussi psychologique. C'est tout cet environnement-là qui peut générer des troubles du comportement alimentaire et donc aussi le manque d'encadrement santé, c'est-à-dire que bien souvent à l'école, on a des interventions autour de l'alimentation, des interventions autour du sport, mais il n'y a pas par exemple d'intervention au niveau du bien-être psychologique et émotionnel. Pareil, quand on fait des parcours santé, souvent les rendez-vous avec les psychologues, c'est vu en dernier parce qu'on considère que c'est pas intéressant ou que finalement ça va pas faire progresser le patient et ce qu'on veut c'est des résultats et les résultats visibles. Donc on va mettre l'accent sur la nutrition et sur le sport, mais on va laisser de côté la psychologie. Et c'est ce manque d'encadrement, c'est ce manque de pluridisciplinarité qui peuvent aussi faire apparaître des troubles du comportement alimentaire chez les personnes. Noël, est-ce que tu vois d'autres symptômes, mais d'autres causes qui ont pour conséquence des troubles du comportement alimentaire? J'imagine qu'il y en a plein d'autres, c'est celle qu'on voit le plus souvent. Comme tu l'as dit, c'est multifactoriel, les troubles de conduite alimentaire en général. Juste, je vais rajouter, ça va être vraiment une première chez moi, parce que j'aime pas qu'on parle de génétique, même si, alors non pas que ce soit pas une des raisons de l'obésité, mais c'est parce que souvent je dois lutter avec le fait que les gens disent oui, mais c'est génétique. Alors oui, je sais que c'est génétique, mais pas que. Voilà. Pas qu'on parle que de ça. Mais je vais quand même rajouter une petite chose parce que notamment, je crois que c'est les études canadiennes sur les jumeaux. Alors, vous savez, quand on fait des études sur les jumeaux, c'est pour vraiment déterminer la composante génétique d'un trouble, etc. Donc, en tout cas, pour ce qui est de la boulimie hyperphagique, les Canadiens ont fait quelques études et ils ont pris des jumeaux et ils se sont rendus compte que sur des vrais jumeaux, donc ceux qui ont vraiment le même patrimoine génétique, quand un des jumeaux développait une boulimie hyperphagique, le deuxième jumeau avait 23% de risque de la développer également. Donc bon.
Et quand on partait sur des jumeaux, des faux jumeaux, donc ceux qui ont des patrimoines génétiques différents, avec donc le même environnement familial, etc., on est bien d'accord, et ben pour le comportement boulimique hyperphagique, on tombait à 9%, ce qui veut bien dire qu'il y a aussi une composante génétique au comportement lui-même. Je parle même pas du fait de stocker plus au niveau hormonal ou quoi. C'est vraiment au niveau du développement du comportement, on sent qu'il y a quelque chose de génétique aussi qui peut être derrière, sur lequel on commence à travailler, j'imagine. Super intéressant. J'avais lu cette étude aussi dans le cadre de mon mémoire de master et j'avais été un peu... Mais c'est dommage qu'on n'en parle pas plus en France parce que le Canada, Maïwen et Christelle nous le diront, ils sont vraiment en avance sur tout ce qui est études liées au surpoids ou même à l'anorexie. Enfin, ils sont vraiment en avance par rapport à la France. Et c'est dommage qu'on n'ait pas ce genre de recherche plus mise en avant en France. Maïwen, Christelle, est-ce que vous souhaitez rebondir sur ce qu'on vient de dire? Peut-être ajouter qu'effectivement, il peut y avoir encore d'autres causes. Mais bon, après, on ne va pas citer toutes les listes parce qu'elle serait longue, mais on peut parler de difficultés à gérer ses émotions, de stress chronique, de dépression, de certains troubles psychiques. En fait, il y a énormément de causes et en fait, cette multifactorialité, elle est importante et que souvent, en fait, c'est pas une seule chose. C'est souvent même un ensemble de choses en fait qui vont faire qu'on va développer un trouble du comportement alimentaire ou en tout cas à minima un comportement inadéquat par rapport à l'alimentation et à soi. Et forcément, cette multifactorialité fait que on n'arrive pas toujours à mettre le doigt dessus parce que souvent on cherche une seule cause, on se dit mais pourquoi et alors qu'en fait c'est souvent un ensemble de choses. Et un ensemble de choses qui peuvent arriver en même temps, année après année, qui s'agglutinent en fait. Nous, on s'en aperçoit, enfin moi, pour avoir fait de la prévention santé dans les écoles, à partir de la maternelle, quand on parle notamment de l'équilibre alimentaire, quand on parle aussi de l'estime de soi, un petit bout de chou, qui effectivement peut être, je dirais, de par ses parents, un peu entre guillemets, je vais pas dire maltraité, mais ou carrément zappé, c'est-à-dire que l'enfant est inexistant dans une vie de famille. Ce sont des constats qu'ont notamment les professeurs des écoles et c'est vrai que la prévention santé pourrait justement aider à construire encore mieux, je dirais, nos enfants et éviterait peut-être d'en arriver à des dégâts ou des situations comme on peut rencontrer aujourd'hui, rien que par l'équilibre alimentaire. À partir du moment où un enfant peut effectivement prendre, par exemple, un morceau de pain ou peut se servir de lui-même, si on lui inculque dès tout petit certaines petites choses et qu'on l'écoute réellement, quand je dis qu'on l'écoute, c'est-à-dire qu'on soit attentif aussi à ses besoins, eh bien, ça permet effectivement à l'enfant de pouvoir se construire beaucoup mieux et ça éviterait donc du coup ce genre de situation. Et ça, on en est pleinement persuadé. Donc, on essaie de privilégier un maximum la prévention en espérant que ça va se développer un peu plus. Donc, voilà. Merci Christelle. Et effectivement, je rebondis aussi sur ce que tu dis. L'éducation auprès des enfants est très importante, mais je pense aussi, et tu es d'accord avec moi pour qu'on en ait discuté déjà moult fois, c'est aussi faire de la prévention auprès des parents, parce que qui donne l'assiette à l'enfance bien souvent, ce sont les parents. Et c'est pourquoi, en fait, chez FedMind, on souhaite aussi développer de la prévention. On fait de la prévention dans les établissements scolaires, mais on souhaite la développer aussi dans les entreprises. Au sein des entreprises, il y a des formations du rire, des formations de la communication non violente au sein des entreprises. Donc, pourquoi pas une formation autour justement du bien-être autour de l'assiette, du bien-être de son enfant pour prévenir de l'obésité. Voilà. Donc, est-ce que finalement les troubles du comportement alimentaire sont des troubles psychologiques ou alimentaires? Eh bien, en fait, c'est les deux. C'est un trouble psychologique qui déteint sur l'alimentation et sur les habitudes alimentaires. Pour la petite anecdote, c'est que je suis
dingue des fautes d'orthographe et je me rends compte qu'il y en a une. Et je viens de bugger parce que ceux qui travaillent avec moi savent à quel point ça me pèse les fautes et j'en ai fait une. Et c'est pas grave, je dirais me flageller après. Donc, est-ce que vous êtes d'accord, vous, professionnels, avec moi, sur cette définition qui est finalement un trouble psychologique qui déteint sur l'alimentation et les habitudes alimentaires? Alors oui, alors après c'est l'œuf et la poule, hein, parce que oui, oui, alors oui, mais oui, et inversement, parce que bon, on l'a vu sur les différents troubles, il y a l'anorexie, la boulimie, et on sait que parfois ça alterne, mais il y a aussi le fait que quand on n'est pas correctement cadré et soutenu dans sa démarche d'amaigrissement pour l'obésité, parce que c'est quand même de ça dont on parle le plus que l'anorexie, mais on se débat à essayer de manger mieux, à essayer de faire du sport, etc. Et puis parfois on y met énormément d'énergie, puis on se décourage, puis on arrête, et ça vient entamer le moral, et donc du coup ça vient engendrer encore de l'anxiété ou de la dépression qui aggrave le trouble, et donc là on rentre dans le cercle vicieux et on ne sait plus du coup par où ça a commencé. Est-ce que finalement on est en situation d'obésité parce qu'on n'était pas bien, ou est-ce qu'on n'est pas bien parce qu'on est en situation d'obésité et tout est compliqué? Justement, chez FunMind, on a parlé à plusieurs reprises déjà du cercle vicieux de la grossophobie aussi. On a aussi cette injonction à la minceur qui finalement fait que la personne en situation d'obésité va recevoir un commentaire négatif sur son physique, elle se dévalorise, elle mange pour se consoler d'une émotion négative, ce qui entraîne une prise de poids et ce qui ramène à la moquerie et aux injures qu'elle peut recevoir. Et ça continue dans ce sens-là. Donc finalement, oui, il y a vraiment, comme tu disais, Noël, une prépondérance, une action du mental sur l'alimentation. TCA et obésité. Donc la boulimie hyperphagique est une des causes de l'obésité parmi tant d'autres. Donc l'hyperphagie boulimique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, se caractérise par des épisodes récurrents de crise de boulimie, mais sans le recours au comportement compensatoire inapproprié caractéristique de la boulimie, donc c'est-à-dire sans se faire vomir, sans s'arrêter de manger pendant un laps de temps de plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sans la prise de diurétiques, sans du sport à outrance. Voilà, ça c'est la définition de la haute autorité de santé. Et comment finalement prendre en charge la boulimie hyperphagique. Donc là, vous avez quelques solutions qui peuvent déjà faire de grands changements. C'est d'abord une prise en charge dès les premiers signes. Dès que vous voyez que votre enfant a tendance à manger en cachette, on retrouve des paquets de gâteaux cachés sous le lit, des canettes de soda cachées dans la table de nuit. Je vous dis ça parce que c'est du vécu, voilà. Si j'ai un conseil à donner aux parents en tant qu'ancienne hyperphagique, et je pense que Maïwen, qui, je le dis, a été aussi en situation d'hyperphagie à un moment donné de sa vie, c'est ne pas faire culpabiliser l'enfant sur son comportement parce que ça entraîne encore ce cercle vicieux. C'est dès que vous voyez des premiers signes d'hyperphagie boulimique, de boulimie hyperphagique, vous pouvez dire dans les deux sens, ne vous inquiétez pas, c'est tenter d'en parler avec votre enfant et tenter de désamorcer la crise justement avec des professionnels de santé, pas que des nutritionnistes, mais aussi des psychologues, psychiatres, parce que comme on l'a vu, c'est un poids psychologique qui déteint sur l'alimentation. Il y a cette prise en charge pluridisciplinaire, donc comme je l'ai dit, il y a l'éducation à l'alimentation et la prise en charge psychologique, psychiatrique, en fonction de la force des soucis. Oui. Et il faut définir des objectifs thérapeutiques clairs. Le but, c'est quoi ? À vous de vous poser la question. Mais définissez des objectifs thérapeutiques clairs et allez-y petit pas par petit pas. Pourquoi pas cocher les jours durant lesquels vous n'avez pas eu de crise d'hyperphagie et vous octroyez une récompense à la fin de la semaine. Ah, j'ai pas fait de crise. Allez, je m'offre le bouquin de je sais pas qui sur je sais pas quoi. Ah, j'ai pas fait de crise depuis 1 mois. Bon, allez, là, je m'offre une journée shopping. Voilà. C'est savoir se mettre des petits objectifs et se récompenser
On n'est pas un âne qui court après la carotte, mais c'est aussi se rendre compte, et ça on en parle dans la méthode FEPSI, c'est être reconnaissant, visualiser votre victoire, vos petites victoires, et être reconnaissant de vous être donné les moyens d'y arriver. Mais avant tout, c'est sensibiliser le grand public, enfants comme adultes, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que vous voyez autre chose à rajouter ? Oui, tu l'as bien dit, prise en charge pluridisciplinaire, tu as dit psychologue, psychiatre, alors ouais, c'est important, psychologue, psychiatre, pas forcément médecin traitant, je le dis parce que parfois c'est plus facile d'aller voir son médecin traitant que de se dire je vais voir un psychiatre, parce que psychiatre ça fait tout de suite gros et peur. Psychologue c'est parfois pas remboursé, donc c'est un peu compliqué aussi. Bon, et du coup on va voir son médecin traitant. Le médecin traitant il va bien faire, hein, et attention, mais il va bien faire et souvent il va donner pour certains des traitements en disant si vous mangez, il y a une angoisse, il y a quelque chose, on va déjà calmer ces angoisses. Et souvent, on donne des traitements anxiolytiques pour ça. Et ça, pour le coup, on crée une nouvelle dépendance. La prise en charge des troubles du comportement alimentaire, quel qu'il soit, c'est avant tout la psychothérapie. Toujours. Toujours. Parfois, on peut avoir recours à des médicaments dans certains cas très particuliers, dans des dépressions très cognées. Oui, en effet, il va falloir y aller. Mais sinon, clairement, c'est de la psychothérapie. Précocement, en effet, le plus tôt possible, et bien ciblé. Là, tout à l'heure, Nina, tu faisais référence à ce qu'on appelle des thérapies brèves, cognitivo-comportementales, le fait de, en effet, noter, s'offrir quelque chose à la fin. Et c'est souvent des thérapies qui sont assez ludiques et assez pragmatiques. Moi, j'aime bien aussi comme prise en charge déjà d'abord. Mais voilà, surtout cibler. Quant à sensibiliser le grand public, oui, les parents, avec ça. Mais j'en vous entendais parler. Formation, information, ce que vous faites dans les écoles, c'est génial. On le voit très bien dans le film. Le prof de sport, il veut faire bien, hein, quand il lui dit qu'il faut qu'elle fasse du sport, mais il fait mal. Et combien on en a comme ça, des professionnels qui pensent faire bien, mais qui le font mal. Et pour rebondir sur ce que tu dis, Noël, aussi, à propos notamment des parents, une chose toute simple, hein, je vais vous donner un exemple. Quand vous voyez par exemple votre enfant qui est un après-midi assis devant la télé et qu'il va manger, voilà, il est tout seul, il est devant sa télé, il mange en même temps, eh bien, pourquoi pas s'asseoir à côté de son enfant et lui dire qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui fait que tu manges comme ça? Et de s'apercevoir au final que l'enfant s'ennuie, parce que l'enfant tout simplement s'ennuie. Et le fait peut-être de prévoir un jeu avec lui, de pouvoir discuter avec lui ou autre, ça va l'occuper aussi. Et voilà, ce sont... Christelle, ton son a coupé. Ah, vous m'entendez? Ah, c'est bon, on t'entend. C'est bon, t'es de retour. Pardon. Je disais que ce sont des petites attentions comme ça que, en tant que parent ou d'autres personnes peuvent avoir auprès, par exemple, d'enfants ou d'autres personnes. C'est-à-dire que quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait normal ou autre, c'est de discuter avec la personne pour que la personne puisse justement s'exprimer. Et évitera de s'exprimer justement à travers peut-être un gâteau ou autre. Et voilà, donc voilà, ce sont des petites choses comme ça qu'on peut mettre en place et qui finalement sont très efficaces aussi. Hein. Ça me fait penser à une citation qui, je trouve, très parlante et qui inspire beaucoup, c'est « Peu importe ton souci, la solution ne se trouve pas dans ton frigo ». C'est vrai, c'est vrai. Mmh. Donc voilà pour la petite présentation autour des TCA et en particulier autour de la boulimie hyperphagique et de la prise en charge de la boulimie hyperphagique. On a un petit peu de temps, on a un petit quart d'heure, un peu plus, pour répondre aux questions avec les professionnels ici présents. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'en ai pas vu depuis le diapo. Donc, est-ce que vous avez vu des questions passer? En tout cas, on a une remarque de Valérie qui nous dit chaque fois que j'allais voir un psy en lui demandant de traiter ce problème d'hyperphagie, on parlait d'autre chose et donc sur ce point-là, je n'avance pas. Ah, elle est super intéressante cette remarque. Eh bien oui, parce que c'est ce qui ressort souvent, parce qu'en fait, quand on vient en thérapie pour un problème alimentaire, les gens sont souvent extrêmement surpris qu'on aborde autre chose.
Bah oui, parce que le problème, c'est pas l'alimentation en lui-même. C'est pas le fait. Je le dis souvent souvent, enfin, ça fait du bien aussi. Les personnes en situation d'obésité, alors, je suis désolée, je reviens encore là-dessus parce que c'est vraiment ce que je connais le mieux. On est sur les TCA, mais moi, je suis vraiment branchée obésité. Euh, Encore une fois, quelqu'un qui est en situation d'obésité sait très bien comment il faudrait manger. Voilà, c'est pas la question de la diète. Et quand on vient voir un psy parce qu'on a un problème de conduite alimentaire, on vient pas voir un diète. Bah non, on va pas parler alimentation, on va parler mal-être, on va parler comment ça se fait, qu'on fait des crises comme ça, parce que quand on est en TCA, on fait des crises. Et puis il n'y a pas que les TCA. Parfois, le comportement alimentaire, il est addictif en fait. C'est-à-dire qu'on fait pas de crise. On est obèse, on mange pas bien, mais on fait pas de crise et on se reconnaît pas du coup dans les définitions des TCA. Et en fait, on est parfois même très bien, on se sent très bien. Et on voit que ça va plus quand on essaye de manger mieux et d'un seul coup, on se sent plus très bien. Et on se rend compte qu'en fait, cette alimentation, c'était plus une addiction qu'autre chose. Et du coup, quand on arrête cette addiction ou quand on la freine, on se sent plus très très bien. Et c'est ça qu'on va traiter du coup en thérapie. C'est qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de cette récompense-là pour être bien, pour s'équilibrer dans la vie, pour gérer les stress de la vie quotidienne. Qu'est-ce qui fait que cette alimentation est à ce point-là nécessaire pour se sentir bien? Mais là, c'est vrai que souvent, ça choque un peu parce que les gens n'ont pas envie de venir parler de ce qui ne va pas. C'est vrai, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et alors, enfin, dans les groupes, on a aussi cette question qui revient beaucoup de. Oui. Pourquoi? Alors, bon, il y en a qui ont réussi à trouver à peu près. D'autres, c'est un peu plus éloigné, c'est pas encore tout à fait maîtrisé. Mais il y a après aussi cette question du OK, comment? Voilà. Après, une fois que j'ai le pourquoi, c'est le comment et qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Alors, est-ce qu'on a des conseils qu'on pourrait donner, quelques conseils qu'on pourrait donner pour c'est lors de ces crises. Est-ce qu'il y a des petites choses voilà, qui pourraient donner des coups de main sur le comment? SOS craquage. Justement, je pense que ce qui est intéressant, c'est de partager 2-3 choses qu'on peut retrouver dedans, par exemple. Justement, dans l'outil, nous, chez FedMind, on développe actuellement un outil qui s'appelle SOS Craquage. Donc, en fait, c'est un chatbot, c'est une sorte de messagerie instantanée où, en fait, vous allez indiquer « je fais une crise ». Et là, vous allez avoir moult exercices qui vous permettront en fait de désamorcer la crise du comportement alimentaire et potentiellement, si vous avez fait la crise, d'essayer de comprendre pourquoi vous l'avez faite et de mettre en place des stratégies pour, quand vous sentez que la même sensation qui vous a emmené à faire cette crise revient, pour savoir comment bifurquer et quelle stratégie prendre pour justement vous en sortir. SOS Craquage aussi a un petit répertoire où vous avez des numéros, des adresses de centres spécialisés de l'obésité et de centres spécialisés aussi en TCA. Et en fait, toutes les méthodes dans l'application dans l'application SOS Craquage qui sont là pour désamorcer les crises ont été en fait des méthodes qui ont été prouvées scientifiquement. Par exemple, vous avez des méthodes de respiration en 4-7-8. Donc, c'est inspirer pendant 4 secondes, retenir sa respiration pendant 7 secondes et souffler pendant 8 secondes. Et en fait, en oxygénant votre corps, vous ramenez aussi une sorte de pratique concrète qui fait fuir, j'arrive pas à trouver mes mots, mais qui balaye en fait cette crise qui monte et qui ramène un peu de concret, un peu de réel, la réalité dans ce moment de crise. J'ai alors un certain Denis Sol, je sais pas qui c'est, mais il faudra que je lui demande son 06 après. C'est mon fiancé. Il dit qu'il ne faut pas tomber sur des médecins grossophobes. Est-ce que Noël, moi ça m'aide à en découle une question. Comment est-ce que tu expliques finalement que les professionnels de santé sont si peu formés finalement au TCA? Déjà à l'obésité, mais au TCA, parce que c'est vrai que
comme tu disais, le médecin traitant, il n'est pas forcément formé à ça, alors que c'est le premier qu'on va voir quand on se rend compte d'un problème. Comment est-ce que tu expliques qu'il y ait si peu de formation autour des TCA destinés aux professionnels? Eh bien, bonne question. Alors, mes études sont un peu loin. Maintenant, mais bon, je sais que les programmes n'ont pas énormément évolué. C'est bien dommage parce que la société, elle, évolue. Et là, il y a vraiment quelque chose à faire, je pense, à faire remonter et à développer. Comme on l'a dit tout à l'heure, vous avez cité le DSM-5. Le DSM-5, donc ce fameux catalogue de critères de classification des maladies mentales, c'est ça, enfin des maladies hautes, enfin pas que mentales, mais en tout cas, pour ce qui est des TCA, c'est classé dans les maladies mentales. Donc, du coup, qui veut dire maladie mentale dit psychiatre. Donc, si on ne fait pas psychiatre, on l'a pas à la formation, ou très peu, très rapidement balayé dans les études générales. Mais je veux dire, ça va être 2 cours, quoi, 2 cours sur toute la formation médicale. Et même quand on fait psychiatre, c'est une toute petite partie, finalement, derrière la dépression, derrière tout ça. Et si on ne fait pas l'effort de s'y intéresser et de vraiment partir dans cette voie-là, c'est vite balayé et très rapidement, on a le psychiatre spécialisé TCA à qui on va envoyer, ou tous les autres psychiatres vont envoyer, parce que très vite, non, moi les TCA, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Et c'est vrai qu'en même temps, c'est vrai qu'en effet, il y a un feeling particulier aussi à avoir, et je pense que bon, c'est bien que ce soit hyper spécialisé, c'est dommage que ce soit autant hyper spécialisé. Moi, je pense qu'en effet, il faudrait plus de formation déjà dès la médecine générale, parce qu'en effet, on le voit aussi dans le film, c'est-à-dire que quand on est médecin, on a tendance à dire bon, mais ça, c'est pas mon domaine, c'est pas mon problème, et ça, je le gère pas. Et c'est dommage parce que, pareil, comme le prof de sport, on pense faire bien, mais on fait pas bien. Il y a aussi une chose qui me vient en tête concernant notamment aussi les diététiciens. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train de se former, se transformer. Pour avoir vu notamment une diététicienne pas plus tard qu'hier, habituellement, effectivement, le diététicien va vous expliquer comment manger, les parts, doser, enfin voilà, c'est plus fixé sur l'alimentation. Et là, j'étais agréablement surprise d'avoir affaire à une diététicienne qui, effectivement, une première séance va nous parler et nous aider à rééquilibrer au niveau de l'alimentation, mais la séance d'après, on va parler de nos émotions. Et là, enfin, je me suis dit, ça y est, au moins une qui a compris que on n'a pas qu'à parler effectivement de l'alimentation, il y a aussi cette partie émotionnelle qui est vraiment importante. Et à partir du moment où on vous accompagne là-dessus aussi, c'est gagné. Et je pense que là, de plus en plus, on a de plus en plus de professionnels qui sont justement un peu dans cette réflexion-là. Après, comme tu le dis, Noël, effectivement, dans le cursus, malheureusement, c'est pas vraiment prévu. Mais ceci dit, on sent qu'il y a quand même une transformation qui est en train de s'effectuer. Et puis, on est là pour ça aussi, nous, de se dire, il faut y aller, quoi. Et on va les porter aussi vers ça, parce qu'on est pleinement convaincus que la partie psychologique est essentielle. Et c'est pour ça qu'on a cette brique, nous, notamment chez Feynman. Mais c'est vraiment l'essence même. Et voilà. Mais il y a des choses qui sont en train de se transformer et c'est positif, tant mieux. Et puis œuvrer, comme vous le faites et comme pas mal d'associations le font maintenant aussi, à vraiment militer pour que l'obésité, en tout cas, soit vraiment reconnue comme une maladie. Tout à fait. C'est pas un laisser-aller, c'est une maladie. Et donc là, on parle de TCA. Souvent, quand on ne s'est pas intéressé à l'obésité, quand on est médecin et qu'on reçoit un patient, les premiers trucs, c'est est-ce qu'il est anorexique? Non. Est-ce qu'il est boulimique? Non. Est-ce qu'il est... etc. Et quand on a balayé le champ de ces diagnostics, de ces cases, si on n'a pas fait rentrer le patient dans une case, on ne sait plus quoi en faire. Et l'obésité, c'est tellement multifactoriel qu'après, souvent, on voit des patients qui se font balancer comme une balle de flipper d'un médecin. Alors, ça va être l'endocrinologue, ça va être le pneumologue, ça va être le cardiologue, ça va être le médecin généraliste. À la fin, personne ne sait qui s'en occupe vraiment. Et moralité, voilà, la prise en charge, elle ne se fait pas. D'où l'importance de centres vraiment spécialisés dans l'obésité. Enfin, les TCA, évidemment, mais dans l'obésité particulièrement. On voit maintenant des maisons de l'obésité qui se montent où il y a des coachs sportifs, des diètes psy, des nutritionnistes, médecins qui vraiment s'articulent ensemble et bossent vraiment en équipe, vraiment autour du patient pour vraiment le border au maximum et de manière efficiente, en se parlant.
C'est un sujet, et c'est bien que tu en parles, Noël, c'est un sujet que nous avons abordé lors de notre atelier Fête Pro, où nous avons plusieurs professionnels de la santé qui donc étaient autour de la table. Et ce système de coordination, le fait de pouvoir réfléchir sur un patient, mais différents professionnels, de pouvoir justement apporter chacun leur vision, permet une complémentarité de soins. Et on est dans ça aujourd'hui, c'est-à-dire que tous ensemble, c'est arriver, selon effectivement son expertise, sa vision, etc., c'est d'arriver à accompagner d'une manière très complète le patient. Et pour le coup, il y aura des résultats beaucoup plus efficaces et il faut tendre vers ça, justement. Et c'est là-dessus que l'on a réfléchi, notamment Feldman, avec les professionnels de la santé. Voilà. Justement, on a un retour, et ça nous touche toujours beaucoup quand c'est des professionnels. Enfin, ça nous touche tout le temps quand on a des retours sur Grosse, mais quand c'est des professionnels de santé, c'est d'autant plus touchant parce que ça veut dire qu'on sait de quoi on parle. Il y a Amandine LSX, alors je sais pas le nom de famille, mais je le dis comme ça, qui dit « Je suis psychologue dans une clinique de nutrition obésité en Saône-et-Loire. Comme les personnes qui ont commenté plus haut, j'ai adoré votre film et le fait que vous ayez relayé un maximum de vécu du quotidien des patients que nous recevons en séjour. Merci pour ce live. » Donc, merci pour ce beau commentaire, Amandine. Sincèrement, on a encore Ségolène qui est une fidèle fan de Fedmind qui met super film. J'ai été émue aux larmes. Donc, vraiment, merci à vous toutes et à vous tous. Il n'y a pas d'autres questions. Juste rebondir sur le système de récompense quand on atteint un objectif. C'est important, comme j'aime bien le dire, on n'est pas des poneys. On ne se récompense pas avec un sucre, on ne se récompense pas avec une carotte. On se récompense avec des choses qui fonctionnent et qui ne sont pas mangeables. Donc surtout, si vous atteignez vos objectifs, prenez une récompense qui dure dans le temps et qui n'est pas éphémère comme un morceau de sucre, un gâteau. Enfin, je vous dis, vous n'êtes pas des poneys, quoi. Mais au-delà de ce système de récompense, je pense que c'est bien aussi de noter, voilà, qu'est-ce que ça m'a apporté d'atteindre cet objectif en matière de bien-être, enfin de mieux-être. Voilà, parce que quelque part, la vraie récompense, en plus, elle est là. C'est Oui. quelles sont les émotions positives qui sont ressorties de ça, quel nouveau matériel ça m'a apporté, comment je me sens par rapport à ça, voilà, en termes de fierté aussi, en termes de reconnaissance pour son engagement, en termes voilà, enfin vraiment des choses qui vont venir aussi nourrir la case estime de soi. Ça, c'est hyper important de conscientiser cet effort et de voir ce que ça nous a apporté. Sans éliminer l'alimentation. Je dis ça parce que parfois, on fait l'effet inverse, c'est-à-dire qu'en faisant très attention et en se récompensant, on se dit « Ah ben non, je vais pas me prendre un gâteau ou un truc parce que c'est justement ce que j'évite, parce que c'est justement ce que je dois pas avoir. » Bien sûr que si, on peut l'avoir. Le tout, c'est de l'avoir de manière équilibrée et de l'avoir de manière pas disproportionnée, c'est tout. Mais contrairement aux autres addictions alimentaires où quand on arrête de fumer, c'est facile. On sait c'est pas bon et on sait il en faut pas. Ok, ça c'est facile, on l'enlève complètement. L'alcool, pareil, on l'enlève complètement. L'alimentation, on peut pas l'enlever complètement. Et cette récompense-là, enfin, ce juste équilibre sur lequel on travaille, eh ben, on a le droit aussi de se récompenser avec un truc qui fait plaisir, même si c'est hyper gras et même si c'est super sucré. Mais zut, c'est une récompense sympa du moment qu'elle reste adaptée et la récompense. Parce qu'on a bien réussi à gérer. Et justement, je rebondis sur ce que tu dis, Noël, et sur ce que avait dit Christelle avant, d'où en fait l'émergence de l'alimentation intuitive qu'on voit vraiment arriver en masse finalement chez les nouveaux diététiciens et les nouveaux nutritionnistes. C'est manger en pleine conscience. Tu veux manger ton kebab, tu veux manger ton gâteau, ben, en fait c'est ok à partir du moment où tu assumes ce que tu manges, que tu le dégustes et que tu prends un réel plaisir à le manger et que tu le fais en accueillant ce que ça te procure tant émotionnellement que physiquement, et c'est l'assumer et après
Souvent, ce qu'on dit, c'est ce qui fait grossir, c'est le j'aurais pas dû, et se mettre dans un état parce que ça génère beaucoup de stress. Le stress, c'est des hormones, et c'est des hormones qui font potentiellement gonfler aussi. C'est ça. Donc, c'est manger vraiment, vraiment en pleine conscience. Alors, dernière question de Valérie. Il reste 4 minutes. C'est comment transformer ce cercle vicieux. Donc, j'imagine qu'elle parle du cercle vicieux de la grossophobie, donc qui amène à une dévalorisation, qui amène à manger, qui amène à la prise de poids et qui ramène à la dévalorisation, etc. Comment le transformer en cercle vertueux? Alors là, je pense qu'il nous faudrait plus que 4 minutes, mais donc rapidement, Noël, il nous faut une solution. Déjà, il faut commencer. Il faut commencer à casser quelque chose. Il faut commencer à changer quelque chose. Il y a beaucoup de choses à changer. Il y a beaucoup de choses à changer. Il faut rencontrer les bons professionnels. Faut les chercher, faut les rencontrer. On sait qu'il y aura beaucoup de choses à changer. Il y aura sa façon de manger qui sera différente, la façon de se regarder qui sera différente, la façon de s'autoriser à des choses qui sera différente. Et on pourra pas tout changer d'un coup. Donc on commence par un petit truc déjà et on se félicite si on a réussi à le faire et étape par étape, step by step. Waouh, ça fait. Tu m'as dit vite, j'ai 4 minutes pour donner une solution miracle. Voilà. Non, mais en vrai, c'est ça. Faut surtout pas se faire une montagne de tout ce qu'il y a à changer, de tout ce qui est douloureux à changer, à faire, etc. Juste un truc. Changer un truc, se dire qu'on va y penser régulièrement. Au début, ça sera hyper facile. Après, ça sera un petit peu moins. Puis on va y rester. Ça va devenir de plus en plus une routine. Prendre le temps, en pleine conscience, voilà, de se rendre compte aussi que de prendre du temps pour soi et de se rendre compte qu'on a très bien cheminé juste avec cette petite chose et que ça a apporté du bien-être, ça a apporté quelques résultats. Et puis passer à la deuxième étape et ainsi de suite. Et se laisser du temps. Merci beaucoup, Noël. On salue Christine, qui est infirmière Azalée, qui dit merci beaucoup pour ce live très... Elle n'a pas dit beaucoup, mais je le rajoute. Merci beaucoup pour ce live très instructif. J'ai déjà vu le film. Je le trouve toujours aussi touchant et criant de vérité. Voilà, donc on vous remercie tous. Là, il nous reste 2 minutes. Je vais demander à nos intervenantes si elles veulent dire un petit truc et après, on vous laissera dans les bras de Morphée. Christelle, à toi. Ah bon, j'allais dire Noël à toi l'honneur. Tu m'as pas assez entendu, Christelle, encore, c'est ça? Tu voulais encore que je raconte? Non, à vous, je vous laisse la parole, mesdames. Faites mind. Bien, donc c'est toujours un plaisir. Alors déjà, Dine, c'est toujours un plaisir de t'accueillir, Noël, notamment pour ces lives, parce que ce regard aussi professionnel est essentiel aussi pour nous. Et puis, ce sont toujours des sujets très, très riches, très porteurs. Et donc, merci encore à nouveau. Merci aussi aux personnes qui sont présentes, les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à dire. La chose que je peux dire, c'est que nous-mêmes qui accompagnons justement ces groupes d'échange là actuellement, pas plus tard que ce soir, on a eu encore un groupe d'échange et j'ai posé la question qu'est-ce que vous apporte Feynman? Et donc, on a eu plusieurs personnes qui nous ont donné beaucoup de retours positifs, comme quoi, effectivement, le fait de pouvoir s'intéresser aux personnes, le fait de pouvoir créer comme ça des groupes de parole, d'échanges, etc., comme je dis, libère la parole et puis permettent aussi de mettre en place des actions. Et là, on voit, et comme tu le disais, Nina et d'autres personnes, c'est que petit à petit, les étapes, on y va petit à petit, mais sûrement. Même si ça paraît un peu long, mais au moins, on sait que c'est posé. C'est vraiment posé et c'est du solide. Souvent, je compare, vous savez, à l'histoire des 3 petits cochons avec leur maison. On a les 2 petits cochons qui vont construire une maison, mais d'une manière très rapide. Le loup arrive en 2-3 mouvements, la baraque, elle est tombée. Par contre, celui qui a mis beaucoup plus de temps, mais une maison qui est beaucoup plus solide, eh bien, effectivement, elle va pas tomber aussi rapidement. Et voilà, je pense que c'est pas la peine d'en dire plus. Je pense que vous avez compris ce que j'ai voulu dire, mais on est dans ça. Et donc, merci à vous tous. Voilà. Maïwen, on continue avec FedMind et après on laisse la meilleure pour la fin.
Bah, pas mieux. Toujours vraiment un grand merci à toi, Noël. Merci, Nina, pour toujours ton dynamisme et ta bonne humeur qui fait plaisir. Merci, Alex, toi qui est caché derrière. Merci à ma chère associée Christelle, qui est toujours aussi pertinente. Merci à vous tous. Derrière qui nous soutenaient, qui nous suivaient. Pour les patients et pour les personnes concernées, vous n'êtes pas seuls. Voilà, vous n'êtes pas seuls, vous êtes de belles personnes, vous méritez de vivre et d'exister. Il n'y a qu'une chose que je peux vous dire. Pour tous les professionnels de santé qui sont là aussi, merci de votre soutien, merci des actions que vous faites sur le terrain. Sans vous, on peut rien faire. Donc voilà, juste un grand merci. On est tous ensemble, on avance tous ensemble et c'est ce qui fait la beauté de la chose et c'est ce qui fait, je pense, qu'on arrivera petit à petit aussi à faire bouger les choses pour l'obésité. C'est là qu'il faut que je dise encore un petit mot, c'est ça? Non, mais je vais juste vous remercier parce que c'est toujours un plaisir d'intervenir sur des sujets avec vous. Déjà parce que, bon, c'est des sujets qui m'intéressent évidemment, mais quel plaisir de le faire dans la bonne humeur et dans la simplicité, de pas en faire un sujet triste et grave et pompeux, d'en faire quelque chose qui circule, où les gens peuvent s'exprimer et poser des questions en live et avancer, voilà, sans avoir honte de rien et pouvoir en faire un sujet facile. Et c'est ça, je pense, qui va faire aussi qu'on pourra de plus en plus, en tout cas que les personnes pourront de plus en plus aller chercher des professionnels pour les aider parce qu'ils vont enfin, grâce à cette information facile et sympa, ne plus avoir honte d'en parler en tout cas. Et je pense que c'est comme ça qu'on va avancer. Merci beaucoup, Noël. Merci à vous trois. Merci à Alexandre qui est toujours dans les coulisses, mais qui, justement, sans lui, il n'y aurait pas de live parce qu'on n'arriverait pas à gérer, tout simplement. On n'est pas aussi fort que lui là-dessus. Merci à tous les abonnés FanMine qui étaient présents et pour leur soutien. Ah, coucou Alex. il a passé une tête là vite fait, mais bon, au moins on l'a vu. Et merci aussi aux professionnels qui ont suivi le live. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée, une très bonne nuit. Et à bientôt. Voilà. Petit à petit, l'oiseau fait son nid et à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous.